Je me présente, je suis Dr Friha. Je vais vous assurer une partie en ce qui concerne la histologie et plus précisément, pour aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le tissu sanguin. C'est une séance de 1 heure et durant cette séance, on va répondre et on sera à la fin capable d'identifier les différents types de cellules qui constituent le tissu sanguin. Alors, le plan de ma présentation sera commencer par une introduction, suivi par la composition de ce tissu sanguin. Ensuite, ce sont les éléments qu'on va découvrir, les éléments figurés du sang, et on va finir avec les lignées sanguines. Donc, pour introduire, il faut savoir que comme pour tout tissu conjonctif, le tissu sanguin constitue aussi un tissu conjonctif. C'est un tissu conjonctif spécialisé qui se trouve à l'état liquidien. En fait, il est formé par des cellules sanguines qui constituent les éléments figurés du sang et ces éléments sanguines, elles baignent dans une matrice extracellulaire qui est de nature liquidienne, ce qui fait la spécificité de ce tissu sanguin. Et cette matrice extracellulaire, elle s'appelle plasma. D'accord? Donc, ce tissu sanguin, il a la particularité d'être liquidien, donc il va circuler dans des vaisseaux sanguins et lorsqu'il va se retrouver hors des vaisseaux, il y aura un phénomène de coagulation. Il joue un rôle très important en ce qui concerne le transport et les échanges, en ce qui concerne l'eau, les nutriments, les métabolites, etc. C'est pour cette raison son étude elle est primordiale dans toute exploration de l'organisme humain. Donc, je m'intéresse alors à la composition. Donc, lorsqu'on prend un prélèvement sanguin à partir d'un patient, il faut savoir que le prélèvement, si on ne veut pas qu'il se coagule, on va le prélever sur un anticoagulant qui s'appelle EDTA. Donc, c'est juste un tube qui a un indice qui est le bouchon violet. Donc, on le connaît comme étant un tube qui est dédié pour un prélèvement veineux sur lequel on ne va pas avoir du sang coagulé. Donc, lorsqu'on fait une centrifugation, on va faire tourner. Qu'est-ce qu'on obtient? Tout simplement, on obtient 3 phases, comme vous le voyez ici. En haut, c'est le plasma, c'est ce qu'on a défini comme étant la matrice extracellulaire. Et en bas, ça sera les érythrocytes avec un anneau blanchâtre qui correspond à un concentré de leucocytes et de plaquettes. Il faut savoir que ce qui est en bas, en rouge, le culot avec l'anneau blanchâtre, ça constitue ce qu'on appelle les éléments cellulaires du sang et ce sont les éléments figurés du sang. Lors de cette analyse et lors de cette centrifugation, donc on va obtenir des éléments cellulaires du sang, on va obtenir les éléments figurés du sang qui elles-mêmes, elles vont définir ce qu'on appelle hématocrite. Donc l'hématocrite, il est défini par la quantité et le nombre d'éléments cellulaires du sang par rapport au volume total. Il est important de distinguer entre plasma et sérum, tout simplement parce que le plasma, comme vous le voyez ici, il est tout à fait différent du sérum qu'on l'obtient lorsque, vous voyez ici, il y a un prélèvement sanguin. Lorsqu'on n'ajoute pas un anticoagulant qui est, dans ce cas, le DTA, on va obtenir un caillot sanguin qui va regrouper ces éléments figurés du sang et ce qui reste, ça sera le sérum, ce qui est schématisé ici en blanc. Donc, ceci nous amène à faire une distinction entre sérum qui est obtenu simplement par une sédimentation. Donc, on va mettre le sang et il va sédimenter, il va coaguler. Pourquoi il va coaguler? Parce que tout simplement, il contient les protéines du sang, sauf le fibrinogène. D'accord? Alors que le plasma, il contient tous les éléments autres que les éléments figurés du sang. C'est clair? Ce qui fait que le plasma, il est formé par du sérum et par le fibrinogène.
Le fibrinogène, c'est une protéine qui est, comme vous le voyez ici, qui est responsable alors de la coagulation. On verra par la suite ses fonctions. Mais maintenant, on va passer vers les détails en ce qui concerne les éléments figurés du sang. Et tout d'abord, on va faire un petit passage sur comment on va réaliser un frottis sanguin et comment va-t-on observer ces éléments figurés du sang. En effet, donc, pour la réalisation d'un frottis sanguin, on va prendre à partir d'un prélèvement une petite goutte, d'accord? Et à partir de cette petite goutte, on va prendre une autre lame pour étaler, tout en colorant avec une coloration spéciale qui s'appelle le MGG, qui va avoir cette couleur en violet. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une panoplie de cellules qui est représentée sur ce schéma. Et comme vous le voyez, il y a aussi bien des plaquettes, des érythrocytes, des monocytes, des granulocytes, des lymphocytes. Donc ça, c'est le résultat d'un frottis qui est le moyen pour voir la morphologie cellulaire. Mais aussi, c'est la microscopie optique qui va nous permettre de décrire la structure et finalement, avec l'aide de la microscopie électronique, on peut y arriver à savoir quelle est la fonction des différents éléments figurés du sang. Pourquoi on s'intéresse à la numération au frottis sanguin? Parce qu'aussi, il va nous permettre de voir la morphologie, mais aussi il va nous permettre de décrire combien se trouvent ces éléments figurés. Et il est à noter que les globules rouges en tête de liste, ils varient entre 4 à 5,5 millions, avec une variation chez l'homme que par rapport à la femme. En deuxième lieu, on va retrouver les globules blancs qui varient entre 4 000 et 10 000. Il faut savoir, ce sont des valeurs estimatives, mais avec des variations selon l'âge et selon le sexe. Vous savez bien que lorsqu'on a une infection, il faut savoir que ces globules blancs, ils vont augmenter, d'accord? Restent les derniers éléments qui sont les plaquettes, dont ils varient entre la fourchette de 150 000 à 450 000. Et il faut savoir que ces plaquettes, leur nombre, elle va varier selon l'état, s'il s'agit d'une coagulation ou s'il s'agit d'un état hémorragique. C'est clair jusqu'à maintenant? Donc, c'est pour cette raison qu'on va entamer le premier élément qui constitue le globule rouge. Donc, voici comment on voit un globule rouge sur un frottis sanguin. C'est un simple frottis qu'on a pris un prélèvement sanguin, on a déposé une goutte et on l'a étalé tout en colorant par la coloration MGG. Donc, comme on le voit ici, le globule rouge, c'est une cellule de forme arrondie, comme on le voit ici. Elle n'a pas de noyau, c'est pour cette raison elle est d'aspect homogène. Son diamètre le laisse passer dans un capillaire sanguin, donc ça ne dépasse pas les 7 micromètres de diamètre, avec une épaisseur qui est de l'ordre de 1,8 micromètres. Donc, avec cette structure en microscopie optique, ça nous permet de dégager que le globule rouge, c'est une cellule assez particulière par sa structure. Mais lorsqu'on va l'observer avec un microscope électronique, on voit très bien que c'est une cellule d'autant plus particulière par une forme qui est arrondie, mais avec un aspect biconcave. Donc, ça veut dire quoi? Il y a deux voussures, deux invaginations. Donc, c'est la forme d'un disque. Il est aplati de part et d'autre. D'accord? Et l'aspect homogène qu'on a vu au microscope optique, il est principalement lié à l'absence des organites. Vous savez très bien, les organites, ils sont très importants pour la cellule et elles font suite à un noyau. Mais le globule rouge, c'est une cellule qui ne possède pas un noyau. Donc, on peut déjà postuler que le globule rouge, c'est une cellule qui ne se divise pas. Parce que toute cellule qui n'a pas de noyau, elle ne peut pas se diviser. Donc, lorsque le globule rouge il est bien formé, il va assurer sa fonction et puis il va mourir. Mais
on remarque sur le prélèvement, le frottis sanguin, qu'il existe, à part le globule rouge qu'on vient de voir, il y a des cellules qui présentent ces ponctuations basophiles. Et lorsqu'on les observe au microscope électronique, il s'avère qu'il s'agit de globules rouges qui sont assez jeunes, qui ont déjà encore quelques organites, à savoir des mitochondries, des ribosomes, et qui ne représentent que 1% des globules rouges. On va se poser la question, pourquoi ces réticulocytes, ces globules rouges jeunes, existent-ils? Tout simplement parce que, comme je l'ai annoncé, le globule rouge, c'est une cellule qui a une durée de vie qui est bien limitée. Donc, elle ne peut pas se régénérer. Donc, ce sont les réticulocytes qui vont faire le remplacement de tout globule rouge dont la vie a été terminée. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui. Très bien. Alors, on s'intéresse au globule rouge. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a une fonction qui est très évidente et qui est primordiale. C'est que avec cette forme particulière, avec la forme biconcave, il va pouvoir transporter une protéine qui est très importante, qui est une hémoprotéine, qui s'appelle hémoglobine. Et cette hémoglobine, elle va servir pour le transport de l'oxygène et tout ce qui est gaz carbonique. D'accord? Donc, on arrive à ce que la structure du globule rouge, elle a déduit une fonction bien particulière. Donc, il a une structure bien particulière avec la forme biconcave, avec absence d'organites, tout simplement parce qu'il joue le rôle d'un transport via son composant primordial qui est l'hémoglobine. D'accord? Mais il ne faut pas oublier que grâce aux globules rouges, qu'on a les systèmes ABO, les systèmes Rhesus, ce qu'on appelle les systèmes de reconnaissance cellulaire. En effet, la paroi de ce globule rouge, elle est assez particulière parce qu'elle comporte des protéines, comme vous le voyez sur ce schéma, il y a la glucophyrine, etc. Et tous ces éléments, ce sont des protéines qu'on les voit sur la membrane érythroblastique, érythrocytaire, et ce sont des protéines qui jouent le rôle de récepteurs spécifiques pour les groupages sanguins, à savoir le groupage ABO, le groupage Rhesus, etc. Donc, vous voyez à quel point le globule rouge, avec une structure bien particulière, il a exigé une fonction bien particulière. C'est bon? Alors, c'est le moment de passer alors au deuxième groupe qui constitue les globules blancs. Mais les globules blancs, je l'ai mis en pluriel tout simplement parce qu'il s'agit d'une grande famille. Donc, les globules blancs, donc on peut dénombrer, à savoir les lymphocytes, comme vous le voyez, c'est une cellule arrondie avec un grand noyau. On peut dénombrer les monocytes, c'est une cellule d'autant plus grande que le lymphocyte, avec un noyau qui a la forme comme un haricot, d'accord? Et finalement, il y a des cellules qui s'appellent les granulocytes, tout simplement parce que, outre la forme arrondie, les extrémités qui ne sont pas régulières, il y a des granulations. Et selon le type de granulation, alors on peut décrire 3 types, à savoir des granulations de couleur rouge, donc elles sont dites éosinophiles. C'est ainsi que celui-là, c'est un polynucléaire éosinophile, PNE, avec des granulations qui sont de couleur bleu-violet. C'est un basophile, donc c'est un polynucléaire basophile. Et lorsque les granulations, elles sont transparentes, donc il est dit polynucléaire neutrophile. J'ai ajouté un autre type particulier de macrophages qui s'appelle les macrophages, mais on va voir que tous ces éléments, ce sont des éléments qui appartiennent au sang, alors que le macrophage, c'est une cellule qui est issue du monocyte, mais elle circule principalement au niveau des
tissus. Donc, elle n'appartient pas au sang, mais elle va circuler principalement au niveau des tissus. D'accord? Donc, pour commencer. Madame, Oui. Madame, Naam. c'est le tissu conjonctif. On a étudié que pour les cellules mésenchymateuses, elles peuvent se différencier en donnant des monocytes. Quelle est la relation entre les globules blancs et les cellules mésenchymateuses? Il faut savoir que la cellule mésenchymateuse, c'est la cellule qui va donner les différents types de cellules. Donc, elle va donner, par exemple, le monocyte. D'accord? Le monocyte, c'est une cellule macro qui va phagocyter tout ce qui est infection, tout ce qui est bactéries, poussière, mais dans le sang. Lorsqu'il s'agit d'un tissu conjonctif, ça s'appelle macrophage. C'est le nom qui va changer avec avec une structure qui est assez différente, mais qui n'est pas trop différente. C'est clair? D'accord, madame. Très bien. Alors, pour ce monocyte, il s'agit en fait d'une cellule qui représente environ 2 à 10% de l'ensemble des globules blancs, donc elle n'est pas rudimentaire, donc sa valeur normale varie entre 200 et 800 chez un sujet normal. Elle appartient au système mononucléé phagocytaire. C'est quoi ce système? C'est un système qui assure une fonction primordiale de phagocytose et ce système, il est composé à la fois par des monocytes avec les macrophages qu'on va les voir après. Donc, ces cellules, elles ont la particularité d'être dans le sang, donc avec une durée de vie qui est très courte, environ 24 heures dans le sang, mais il faut savoir qu'elle va circuler dans le sang pour arriver au tissu où elle va se différencier en macrophage. Donc, le principal de cette cellule monocytaire, c'est qu'elle ne va pas circuler tout le temps dans le sang. Donc, sa destinée, c'est la transformation en macrophage dans les tissus. Alors, donc, à partir d'un monocyte sanguin, on va retrouver un macrophage tissulaire. Sur le plan structural, donc en microscopie optique, voilà ce qu'on voit sur un frottis sanguin. Il s'agit d'une grande cellule qui a un diamètre, donc si on a dit le globule rouge, il est à peu près de 4 à 7 micromètres. Donc, un monocyte, il fait à peu près 4 fois, oui ou non? Donc, il a une taille, une grande taille qui fait aux alentours de 15 à 20 micromètres. Il a la particularité d'être un aspect finement granuleux, comme vous le voyez au niveau du cytoplasme. Donc, son cytoplasme, il n'est pas assez homogène. Alors, qu'est-ce qui le distingue? C'est ce grand noyau qui a la forme en fer à cheval. D'accord? Ça veut dire quoi? Donc, c'est un noyau qui a la forme échancrée, on est habitué à avoir un noyau qui est arrondi. Mais pour celui-là, il a un noyau avec un aspect en fer à cheval. D'accord? Et ceci dit qu'en microscopie électronique, l'aspect granuleux, il est principalement lié à la présence de granulations. Ce sont des granulations de couleur azurophile. Lorsqu'on dit azurophile, ça veut dire il n'y a pas de couleur quand on le voit avec la coloration, d'accord? Il y a pour les colorations, les tranches de coloration, il y a éosinophile, ce qui est en rouge, il y a le basophile, ce qui est en bleu, et au milieu, le neutrophile, l'azurophile, il n'a pas de couleur bien particulière. Donc, c'est cet aspect homogène qu'on le voit en microscopie électronique et qui correspond à la présence de ces granulations. En fait, ces granulations, elles contiennent des lysosomes. Donc, il faut savoir que les lysosomes, ils ont une activité enzymatique lytique parce qu'ils contiennent des hydrolases. Donc, elles vont détruire tout ce qui est composant que la cellule, elle va rencontrer. Alors, on voit encore ce noyau qui est échancré, d'accord? Et avec une chromatine qui est bien dispersée dans le noyau. Donc, avec cette structure du monocyte, que ce soit en microscopie optique
qu'en microscopie électronique, on peut arriver à ce que ces cellules, elles jouent un rôle très important dans le phénomène de phagocytose. Donc, en fait, ce sont des cellules avec la présence de lysosome. Et lorsqu'on dit lysosome, on dit une cellule qui va avoir une fonction phagocytaire. Donc, elles vont digérer les cellules. D'accord? On passe alors pour le deuxième type. Donc, on a vu au début, je reprends que pour aujourd'hui, on va voir que les éléments qui circulent dans le sang. Le titre, ce sont les éléments figurés du sang. Mais je vais quand même citer les autres cellules qui, à partir du sang, elles vont se transformer en autres cellules au niveau du tissu. Donc, le premier type, ce sont les monocytes avec une grande taille qui fait 4 fois le globule rouge, avec le noyau échancré et avec la présence de granulation qui contient des lysosomes. Donc, c'est une cellule qui appartient au système phagocytaire. Pour le deuxième type, qui est les lymphocytes, ce sont aussi des cellules avec un seul noyau qui se distingue du globule rouge. Elles représentent environ 20 à 45% des globules blancs. Mais ce qui caractérise cette cellule, c'est que son noyau il est très grand, à ce qu'on définit un rapport nucléocytoplasmique qui est défini par quoi? Par le diamètre du noyau par rapport au diamètre du cytoplasme. Donc, on a un rapport nucléocytoplasmique qui est très élevé. Tout simplement, ça s'explique par un noyau qui occupe presque la totalité du cytoplasme. Ce lymphocyte, il a une durée de vie qui est très variable, mais ce qu'on peut déduire, c'est que certains lymphocytes qui jouent le rôle de mémoire, puisqu'ils sont mémoire, donc ils auront une durée de vie qui est très longue. Alors, sur le plan structural, c'est quoi? Ça représente quoi ces lymphocytes? En fait, en microscopie optique, les petits lymphocytes, ça pourrait être aux alentours de la taille d'un globule rouge. Donc, c'est aux alentours de 7 micromètres, avec une forme qui est régulière, qui est bien arrondie, avec un noyau qui est dense et qui occupe presque la totalité du cytoplasme. Donc, vous voyez ici, à côté, c'est un globule rouge. Ça, c'est un lymphocyte dont le noyau, il est très grand, avec un noyau qui est très dense. Ceci se voit et confrontation avec la microscopie électronique où cette densité du noyau, elle est tout simplement liée à une chromatine qui est très dense. Toutefois, il n'y a pas de nucléole et le cytoplasme étant pauvre, comme on le voit en microscopie optique, il ne contient pas des éléments. Donc, ça signifie qu'il ne contient pas grand-chose en organique. Cette structure particulière, elle va imposer alors une fonction bien particulière, comme on l'a vu tout à l'heure pour le globule rouge et pour le monocyte. En effet, les lymphocytes, ce sont les cellules qui sont responsables de ce qu'on appelle les réactions immunitaires. D'accord? Et il faut savoir aussi que sur le plan immunologique, on distingue que ça soit avec une même forme, avec une même structure. Sur le plan immunologique, ça pourrait être soit des lymphocytes de type B, soit des lymphocytes de type T. Les lymphocytes de type B, c'est la moelle osseuse qui les fabrique et ces lymphocytes B, elles sont responsables de la fabrication d'anticorps. D'accord? Et lorsqu'on va fabriquer des anticorps, ces anticorps, ils vont agir contre un antigène et ce qu'on appelle la réaction immunitaire humorale. Ça veut dire quoi, humorale? Ça veut dire que ce lymphocyte, il va fabriquer des anticorps qui vont circuler par le sang. Humoral, ça veut dire le sang. D'accord? Alors que les lymphocytes de type T, ils se distinguent du lymphocyte B par leur origine, qui n'est pas la moelle osseuse, mais ça sera le thymus. Donc, c'est le thymus qui est responsable de la différenciation des lymphocytes T. Et ces cellules se distinguent aussi par leur fonctionnement parce qu'ils vont assurer
une réaction par la destruction des cellules infectées. Et ce ne sera pas via le sang, mais ça sera via la sécrétion de cytokines. Donc, dans ce cas, on ne va pas parler de sécrétion d'anticorps qui sont véhiculés par le sang. Donc, on ne va pas parler d'une immunité de type humoral, mais ça sera plutôt une immunité de type cellulaire. C'est clair? Oui. Oui, madame. Très bien. Oui, madame. Est-ce que je suis très rapide? Non, ça va, c'est parfait. Très bien. Alors, donc, je reprends, on a vu globule rouge, monocyte qui va se différencier en macrophage, on ne l'a pas vu, ce macrophage, et lymphocyte. Mais comme pour le monocyte qui va se différencier en macrophage, il faut savoir que aussi les lymphocytes, ils peuvent se différencier. Et lorsqu'ils vont se différencier, ils vont se différencier en plasmocytes. Donc voilà ici, c'est un lymphocyte et celui-là, c'est un plasmocyte. Il est un petit peu particulier par son noyau sur le plan morphologique. Il a un noyau qui est excentré, il n'est pas au centre, ce n'est pas un noyau au centre comme le cas d'un lymphocyte. Et ces cellules, c'est une cellule, ce plasmocyte, il est aussi comme un lymphocyte B, donc il va sécréter des anticorps et principalement on va le retrouver au niveau tissulaire. D'accord? Alors, donc, lymphocyte qui va se différencier dans les tissus en plasmocyte. Mais la fonction primordiale de ce lymphocyte, comme on l'a vu, c'est ce qui est immunitaire. C'est soit l'immunité humorale, c'est soit l'immunité cellulaire. Donc, un petit aperçu sur les plasmocytes. Donc, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est la forme plus ou moins arrondie. Donc, il fait 20 à 30 micromètres de diamètre avec un noyau qui est situé en excentrique. Sur le plan microscopie électronique, son cytoplasme, il est très riche en organiques. Donc, il est un petit peu particulier avec sa structure, mais la fonction est celle d'un lymphocyte B qui joue un rôle dans l'immunité humorale. Donc, il fait la même fonction que le lymphocyte B, mais c'est une cellule qui se trouve dans les tissus. Alors, maintenant, on va aborder la grande famille des granulaires, des cellules qui présentent des noyaux. Madame, Oui. Madame, les plasmocytes sont des éléments figurés du sang ou le tissu qui est macrophage? Non, ce sont des cellules comme les macrophages qui existent au niveau des tissus. Tout à l'heure, j'ai pas abordé le macrophage parce qu'il a une structure qui ressemble à un monocyte avec une forme qui est irrégulière. Donc, il a la même structure. Par contre, le plasmocyte, il a une structure qui est différente, mais c'est la même fonction que le lymphocyte. Donc, le plasmocyte, c'est une cellule qui se trouve dans les tissus, comme les macrophages. D'accord. C'est clair? Merci. C'est clair. Très bien. Madame, Donc, oui. Madame, les plasmocytes, ce sont des LB, donc ils sont différenciés. Les plasmocytes, ce sont des cellules qui dérivent à partir de la population lymphocytaire. Les lymphocytes circulent dans le sang, d'accord? Mais les plasmocytes, c'est le stade de différenciation au niveau de tissu. D'accord, madame. D'accord, merci. C'est bon? Très bien. Madame? Oui. مادام احنا قلنا لي lymphocytes يجيو من الليمفينوس والتيموس بعدين كما après l'âge de 6 ans il va dégrader quand le thymus il va dégrader qui va produire le lymphocyte Ali, Tarf, je ne vous entends pas. Est-ce que vous pouvez noter les questions et je vais dédier un petit après pour répondre aux questions le collica. Est-ce que ça sera mieux? Pour tout le monde. Les questions, vous les notez
Et dès que je termine, je vais répondre à toutes les questions. C'est promis. D'accord? D'accord. Très bien. Alors, vous remarquez que ce qu'on vient de voir comme globule blanc, ça veut dire le monocyte, ça veut dire le lymphocyte, parce qu'il s'est dérivé. Ce sont des cellules qui ne présentent pas de granulation. Mais lorsqu'on parle de polynucléaires, ce sont des cellules granulaires. Mais le nom polynucléaire, ça désigne qu'il a plusieurs noyaux. Mais en fait, ce n'est pas plusieurs noyaux. En fait, il s'agit d'un seul noyau, mais qui a un aspect avec plusieurs lobes. C'est un aspect plurilobé. Donc, ce sont plusieurs lobes. C'est un noyau qui est formé par plusieurs lobes. Et ces lobes, elles sont reliées par de fins ponts, par de la chromatine. D'accord? Et ce qui caractérise ces cellules granulaires, c'est la présence de granulation. Il y a à la fois des granulations comme toutes les autres cellules. Ce sont des granulations non spécifiques qui sont dites primaires. Elles sont communes à l'ensemble de ces cellules polynucléaires. Mais pour distinguer les trois types, ça veut dire le polynucléaire eosinophile, le basophile, le neutrophile, il y a ce qu'on appelle des granulations spécifiques. D'accord? Donc, on va voir un par un. Et on va commencer tout d'abord par les polynucléaires neutrophiles. Comme abréviation, c'est le PNN. Donc, ça désigne quoi cette famille de PNN? Ça désigne des cellules granulaires. Elle est la plus nombreuse. Elle arrive jusqu'à 75%. D'accord? Avec, sur le plan vie, ce sont des cellules qui ont une durée de vie qui est de l'ordre de 24 heures, d'accord? Et ce qui leur distingue, c'est leur aspect en microscopie optique. En fait, il s'agit, comme on l'a dit, de cellules arrondies avec un noyau avec plusieurs lobes, mais il est globalement, on voit ici, c'est 3 lobes. C'est un noyau qui est très foncé, d'accord? Il faut savoir le diamètre d'un polynucléaire, il fait à peu près 2 fois et demi un globule rouge, donc il est de l'ordre de 12 micromètres, d'accord? Et ce qui caractérise, c'est la présence de granulations qui n'ont pas de couleur, donc ce sont des granulations dites azurophiles, d'accord? Et pour les mettre en évidence, il faut utiliser des colorants spécifiques, d'accord? Ceci se voit aussi sur la microscopie électronique. Donc, voilà le noyau qui est présent avec plusieurs lobulations, mais généralement, ce sont 3 lobes, d'accord? Et ce qui caractérise, c'est la présence de granulation. Donc, vous voyez que le cytoplasme, il contient des organites, mais aussi, il contient des granulations, comme vous le voyez ici. Ce sont des granulations qui n'ont pas de coloration sur la microscopie optique, donc ils sont neutrophiles, ils n'ont pas de colorant, et ces granulations, elles caractérisent les polynucléaires neutrophiles. Mais il faut savoir, ces granulations, elles contiennent quoi? En fait, les granulations azurophiles, elles contiennent des enzymes à type de myéloperoxydase, des hydrolases et des hydrolases de type acide et de lysosomes. Et les granulations secondaires, il y a celles qui contiennent des lysozymes et de collagénase. Je reprends. Il y a 2 types de granulations. Granulation spécifique pour chaque type de polynucléaire. D'accord? Ça veut dire le PNN, il est caractérisé par des granulations spécifiques qui sont neutrophiles, qui n'ont pas de couleur, qui contiennent des lysozymes et collagénase. Mais, entre autres, il y a les granulations qu'on les retrouve aussi bien dans le polynucléaire neutrophile que les autres. Mais, ce qui va distinguer alors notre neutrophile, c'est les granulations secondaires. Parce que grâce à ces granulations, les polynucléaires neutrophiles, ils interviennent dans les phénomènes de défense non spécifiques. Et lorsqu'on dit les défenses non spécifiques, donc
lorsqu'ils vont recevoir des bactéries, les premiers acteurs contre les premiers moyens de défense contre cette infection bactérienne, ça sera les neutrophiles. Et ceci explique bien que la numération de globules blancs et surtout les polynucléaires neutrophiles, elle va augmenter lors des infections bactériennes. Est-ce que c'est clair? Donc, je reprends. Les polynucléaires neutrophiles. Ça veut dire quoi? Ce sont des polynucléaires, ce sont des globules blancs avec un noyau plusieurs lobes, mais ce qui caractérise ces polynucléaires, c'est la présence de granulations secondaires qui ont un aspect neutrophile. Une question qui m'est posée, c'est que les granulations azurophiles, ce sont les granulations primaires qui existent partout dans les 3 types de polynucléaires. D'accord? Donc, les polynucléaires neutrophiles, elles sont caractérisées premièrement par un noyau qui est avec 3 lobes et secondo, la présence de granulations secondaires neutrophiles qui contiennent des enzymes comme les lysozymes et ce sont ces enzymes qui sont responsables de l'action et de l'action antibactérienne. Et grâce à ces enzymes, à ces granulations secondaires, pour les enzymes, je reprends, il y a 2 types. Donc, les enzymes, ça pourrait être dans les granulations non spécifiques, ce sont des myéloperoxydases, des hydrolases acides, des lysozymes, d'accord? Vous voyez que ici, il y a aussi bien de lysozymes dans les granulations non spécifiques que dans les granulations secondaires. Est-ce que c'est clair? Alors, donc, cette action antibactérienne, elle est principalement liée à des propriétés que le neutrophile il a acquis par sa forme et par la présence de ces granulations. C'est la fonction de déplacement, et lorsqu'on dit déplacement, on dit aussi diapédèse. Diapédèse, c'est la migration d'un endroit vers un autre. C'est le chimiotactisme, ça veut dire que les polynucléaires, elles sont attirées par la présence d'un agent infectieux. C'est l'action de phagocytose, ça veut dire qu'ils vont digérer grâce à la présence de leurs enzymes qui existent dans les granulations, que ce soit secondaire, que ce soit primaire. Et ça se complète par cette activité bactéricide, donc une activité de phagocytose qui est dédiée spécifiquement pour dégrader les bactéries. Donc, vous voyez ici, c'est un polynucléaire neutrophile qui a adhéré à la bactérie, il a englobé dans la membrane, il a capturé, il a remis dans une vacuole pour la digérer et la succession de ces étapes aboutit à la lyse bactérienne. Donc, c'est pour cette raison, lorsqu'on a une infection bactérienne, la numération de polynucléaires neutrophiles, lorsqu'on a une angine, donc ça va augmenter. Et leur augmentation, ça signifie que ce sont des cellules qui se sont multipliées pour défendre contre les bactéries. C'est clair? Oui. Très bien. Alors, le deuxième type, qui n'est pas très primordial, mais il existe quand même, ce sont les polynucléaires éosinophiles, qui représentent 1 à 3% des globules blancs, d'accord? Et leur durée de vie, elle est assez limitée, donc c'est 4 à 5 heures dans le sang, sauf que ce sont des cellules qui vont se différencier. Ils vont se différencier, mais elles vont tout simplement passer dans les tissus où leur taux, il est 10 fois que celui du sang. D'accord? Donc, leur aspect en microscopie optique, il est semblable à un polynucléaire neutrophile, mais il se distingue par 2 éléments. Tout d'abord, le diamètre, il est à peu près le même, il n'y a pas une grande différence, mais ce que vous voyez, c'est que d'une part, tout à l'heure, c'était un noyau avec 3 lobes,
Maintenant, c'est un noyau avec de l'homme. Donc, c'est généralement un noyau qui est bilobé. Deuxièmement, tout à l'heure, le cytoplasme, il était clair parce que les granulations, que ça soit spécifique, que ça soit non spécifique, elle était de couleur neutrophile, azurophile. Donc, ça ne se voit pas la coloration. Mais pour les granulations spécifiques pour ce polynucléaire éosinophiles, elles sont de taille grande et sont colorées en rouge. Donc, elle est dite acidophile. D'accord? Alors, sur le plan électronique, donc, ce qu'on voit, c'est le noyau avec de l'eau, mais la particularité, c'est que les granulations spécifiques, ça veut dire les granulations qui sont spécifiques pour ce polynucléaire éosinophile, outre les granulations qui se trouvent d'une façon non spécifique. Donc, ce sont des granulations qui ont la forme comme les grains de café. Vous savez bien les grains de café ou non? Oui. Oui. Très bien. Donc, ça a la forme d'un grain de café avec cette bande au centre. Et la particularité, c'est que ce grain de café, cette granulation spécifique qui est révélée en rouge avec la microscopie optique, c'est qu'elle contient principalement une peroxydase et des hydrolases acides. Donc, toujours, ce sont des enzymes, mais un type particulier d'enzyme. Et ce type particulier d'enzyme qui caractérise le polynucléaire éosinophile, il sera alors responsable du fonctionnement de ces PNE. Donc, les polynucléaires éosinophiles, comme vous le voyez ici, elles sont responsables et elles vont participer dans les réactions d'hypersensibilité. Mais vous allez voir qu'il y a différents types de réactions d'hypersensibilité. Ce sont des réactions allergiques, mais les polynucléaires éosinophiles, ils vont participer dans les réactions immédiates et retardées. Vous allez voir tout ça avec détail, mais juste il faut savoir que ce sont les polynucléaires éosinophiles qui vont participer dans ces réactions. Comment? Tout simplement, il y a la participation de l'immunoglobuline E, donc qui va provoquer la dégranulation. Donc, ces polynucléaires, ils vont libérer leur contenu, d'accord? Et leur contenu, il va engendrer des réactions d'hypersensibilité qui correspondent à réactions d'œdème, d'inflammation, etc. Mais, entre autres, le polynucléaire éosinophile, il va détruire les parasites. Donc, le contenu de ces granulations, il va dégrader les parasites. Donc, chez un enfant, lorsqu'il a une oxyrose, donc lorsqu'on va observer l'appendice, donc l'oxyrose c'est un parasite, donc on va observer tout autour des parasites, on va observer la présence de polynucléaires éosinophiles. Je reprends. Dans le tissu, l'appendice, c'est un tissu. Donc, dans le tissu appendiculaire, donc lorsqu'on va observer, on va voir des polynucléaires éosinophiles parce que, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, leur durée de vie dans le sang, il est de l'ordre de 4 à 5 heures et ils vont passer dans les tissus où elles vont engendrer leur activité, par exemple, antiparasitaire. Est-ce que vous avez compris? Donc, la fonction, par exemple, la fonction de la destruction des parasites ne peut pas se voir principalement au niveau des tissus. Et je vous ai donné l'exemple de la destruction des parasites comme l'oxyrose. Donc, tout ça, vous allez le voir sur les TD d'histologie avec des illustrations qui sont bien dédiées pour ça. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Alors, reste le troisième type qui est représenté par les polynucléaires basophiles, dont le nombre il est de plus en plus de moins. Donc, il représente environ 0,1% de l'ensemble des globules blancs, d'accord? Et la durée de vie, elle est de 3 à 4 jours, d'accord? Donc,
sur l'aspect en microscopie optique. Donc, toujours, généralement, c'est la taille qui fait 2 fois et demi la taille d'un globule rouge, avec le noyau qui est masqué, qui est irrégulier, il est masqué par les granulations qu'on le voit ici, colorées en violet. En fait, sur la microscopie électronique, on peut mettre en évidence les granulations spécifiques qui sont révélées en violet et qui sont dites les granulations spécifiques basophiles. Ces granulations, les voilà, elles sont de grande taille, d'accord? Elles n'ont pas un aspect en grain de café. Et ces granulations, elles contiennent principalement l'histamine. Et lorsqu'on dit histamine, on va parler de réaction d'hypersensibilité. On va parler grosso modo de réaction allergique. Donc, ça signifie que le basophile, il est un petit peu similaire aux polynucléaires et aux inophiles. Mais tout à l'heure, j'ai dit quoi? Le polynucléaire et aux inophiles, ils participent aux réactions d'hypersensibilité, mais principalement, son action, c'est la destruction des parasites. Donc, ce qui est impliqué vraiment dans les réactions allergiques, c'est plutôt le polynucléaire basophile. Donc, les réactions qui sont responsables, ce sont des réactions de type immédiat. Voilà encore l'immunoglobule E qui va déclencher la libération de granulations, et ces granulations, ils contiennent de l'histamine. Et vous savez très bien qu'en physiologie, l'histamine, il est principalement lié aux manifestations allergiques. Mais on doit se poser la question avant de passer aux plaquettes. Vous savez que les polynucléaires basophiles, eux aussi, elles se différencient dans les tissus. Et il y a un autre type de cellules qui s'appelle les mastocytes. C'est une question qui m'a été posée. Donc, le mastocyte, c'est une cellule qui va se différencier à partir d'un polynucléaire basophile. Étant donné que le basophile existe dans le sang, le mastocyte, c'est une cellule qui existe au niveau du tissu. C'est l'équivalent par exemple, d'un macrophage tissulaire. Donc, ce sont des cellules qui proviennent du sang, mais qui existent au niveau des tissus. Donc, leur action principale, elle va être faite au niveau des tissus. C'est clair? C'est bon pour tout le monde? Donc, je reprends. C'est que je respecte, c'est que ce sont tout simplement les éléments qui existent dans le sang. D'accord? Et au fur et à mesure, je donne des exemples à partir de ces cellules qui figurent dans le sang, leur différenciation dans les tissus. Parce que lorsque vous avez vu les différents types de tissus, je pense que vous avez vu qu'il y a différents types de cellules dont l'origine elle est sanguine. C'est le cas de macrophages, c'est le cas de mastocytes, etc. Donc, voilà, on a vu au début les globules rouges. Deuxièmement, ce sont les globules blancs et on finira avec les petites particules que je ne dis pas que ce sont des vraies cellules, ce sont les plaquettes. Le nom aussi, c'est thrombocytes et qui ont une durée de vie qui est de l'ordre de 8 à 12 jours. Et ce qui est représenté en microscopie optique, c'est que ce ne sont pas de vraies cellules. Si les globules rouges, ce sont des cellules, mais sans noyau. Ces plaquettes, en vrai sens, ce ne sont pas des cellules parce que ce sont des fragments. Ce sont des fragments de cellules. Tout simplement parce qu'il faut voir l'historique de ces plaquettes. Ce sont des fragments de la cellule initiale qui va les former, qui s'appelle le mégakaryocyte. Donc, le mégakaryocyte, c'est une cellule qui va donner des fragments. Lorsqu'elle va exploser, donc les petits fragments qui vont rester, on va les appeler plaquettes ou thrombocytes. Donc, vous voyez que ce sont des éléments qui sont très colorés. Ça signifie qu'ils sont très chargés, que ça soit en organite ou en contenu. Et peut-être que ce n'est pas clair, mais lorsqu'on fait un zoom là-dessus, on va voir que
on peut arriver à distinguer deux zones. Il y a un centre qui contient des granulations et tout autour, on va voir un aspect qui est homogène et clair. Mais il faut avoir recours à la microscopie électronique. Et cette microscopie électronique, ce qu'elle va mettre en évidence, c'est principalement les granulations. Outre le cytosquelette qui est très développé, donc on voit que sous cette membrane, il y a un cytosquelette qui est très développé. Et vous savez que le cytosquelette, c'est le moyen pour conserver la forme de la cellule, pour se déplacer, mais aussi, il y a ce système de canalicules, donc ce système de canalicules qui s'appelle système canaliculaire ouvert, c'est un système tubulaire, d'accord? Mais la particularité, ce qu'on voit ici, c'est la présence de ces granulations. En fait, on va s'interroger, c'est quoi la fonction des plaquettes? Donc, la fonction des plaquettes, on peut la dédier à partir, on peut la conclure à partir du contenu de ces plaquettes. Et si je reprends cette plaque, donc ce qu'on voit dans ces granulations qui ont un aspect très dense, donc on va dire, c'est de l'ADP, c'est de l'ATP qui va fournir de l'énergie, c'est du calcium qui va stimuler, c'est de la sérotonine. Mais il faut savoir qu'il y a un autre type de granule. Et cet autre type de granule, il contient principalement tout ce qui est protéines de la coagulation. Donc, en fait, les plaquettes, ce sont les cellules responsables des phénomènes de la coagulation. Ils vont initier la coagulation. Comment? Donc, on voit la plaquette, il est à la forme inactive, il est au repos. Donc, c'est une cellule de forme ovale avec un contenu qui est hétérogène puisqu'il est pleine de granulation avec un cytosquelette développé, etc. Mais lorsqu'on a une lésion, on a de la peau qui a été lésée. Donc, avec cette lésion, il y a des facteurs qui vont appeler ces plaquettes. C'est un phénomène de chimiotactisme. Donc, il y a un afflux, il y a plusieurs plaquettes qui vont adhérer à la zone de lésion. D'accord? Dans ce cas, les plaquettes qui étaient au repos, elles vont changer de forme. Et le changement de forme, ça donne une plaquette activée. Et cette activation, elle va servir pour la libération de son contenu. Étant donné que les plaquettes, elles sont pleines de protéines qui jouent un rôle dans la coagulation, donc lorsqu'il y a une brèche vasculaire, lorsqu'il y a les plaquettes qui sont activées, ils vont adhérer. D'accord? Et lorsqu'ils vont adhérer, elles vont former ce qu'on appelle un agrégat plaquettaire. Le clou plaquettaire, ça veut dire que c'est une plaquette qui va appeler les autres et elles vont se superposer. Donc, il y a juste, comme vous le voyez ici, il y a une superposition des plaquettes. Et la superposition des plaquettes, elle va servir pour colmater cette brèche vasculaire. Donc, il n'y a pas du sang qui va passer à l'extérieur parce que l'on a dit au début que lorsque le sang il se trouve en dehors des vaisseaux, il va coaguler. C'est pour cette raison que les plaquettes, au premier stade, elles vont former ce clou plaquettaire. Mais il faut savoir que le flux sanguin, lorsqu'il va passer, il peut amener avec lui ce clou plaquettaire parce que c'est un clou qui est formé par apposition des plaquettes. Donc, il n'est pas trop rigide. C'est pour cette raison, il nous faut quoi? Il nous faut quelque chose qui va solidifier ce clou plaquettaire. Donc, qu'est-ce qui va solidifier? On va faire appel à d'autres protéines qui circulent. Et vous savez, on a défini au début le composant du sang. Donc, à part vous retrouvez dans le plasma, qu'est-ce qu'il y a comme protéines qui jouent un rôle très important dans la coagulation? Est-ce que vous le savez? La fibrine.
Très bien. Donc, c'est la protéine fibrinogène qui est principalement impliquée dans la coagulation. Très bien. Donc, il faut savoir que ce fibrinogène, c'est un précurseur. Il va se transformer en protéine qui s'appelle la fibrine. Et cette fibrine, elle va englober, elle va protéger ce clou plaquettaire pour le rendre assez solide. Il est résistant à la circulation sanguine. Donc, on arrive à ce que les plaquettes, ce sont les acteurs initiaux dans les phénomènes de coagulation. Donc, au début, ils vont être activés pour libérer leur contenu et ils vont faire appel à d'autres protéines qui vont amorcer, qui vont maintenir qui vont arrêter le phénomène de cette brèche, de cette lésion vasculaire pour qu'il n'y ait pas une coagulation en extravasculaire. Est-ce que c'est clair avec la fonction des plaquettes? J'étais très bref, mais vous allez voir tout ça dans l'enseignement dirigé. Est-ce que c'est clair? Madame, les fibrines ne sont-ils pas des anticoagulants? Non, la fibrine, c'est une protéine qui provient du fibrinogène. Et ce fibrinogène, sous l'action de plaquettes, elle va se transformer en fibrine. Fibrine, ce sont des filaments. Elle va englober ce clou plaquettaire pour le rendre solide, pour qu'il n'y ait pas la sortie du sang en dehors des vaisseaux. D'accord? D'accord. Donc, la plaquette, elle est primordiale pour initier la coagulation. Mais le reste, il va être, c'est la coopération de tous les éléments figurés du sang. Comme vous le voyez ici, il y a le globule blanc qui vient de venir. Peut-être il y a des bactéries qui ont pénétré. Donc, le phénomène initial de la coagulation, ce sont les plaquettes. Mais par la suite, c'est une coopération d'autres éléments. C'est bon? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, madame. Très bien. Alors, donc on a vu à part l'introduction, la composition, les éléments figurés, on va finir avec les lignées. Et lorsqu'on dit les lignées cellulaires, on dit les éléments qui vont donner les éléments figurés du sang. Donc, les lignées cellulaires, c'est le phénomène. C'est un phénomène particulier qui est à l'origine et ce phénomène, ça s'appelle hématopoïèse. Donc, par définition, l'hématopoïèse, ce sont les éléments, les différents phénomènes qui vont aboutir à la formation des éléments figurés du sang. Donc, ça, c'est la définition. Mais ce qui caractérise cette hématopoïèse, c'est que les cellules qui sont acteurs dans cette hématopoïèse, ce sont des cellules souches. Vous avez annoncé tout à l'heure la cellule mésenchymatose, c'est une cellule souche. Donc, c'est une cellule souche qui est multipotente, qui a le pouvoir de se différencier et principalement pour l'hématopoïèse, elles vont se différencier pour donner les éléments figurés du sang. Il faut savoir que cette hématopoïèse, elle commence très tôt au cours de la vie intra-utérine, mais puisqu'on est en train d'étudier l'adulte, les endroits spécifiques de l'hématopoïèse, c'est la moelle aussi bien des os plats et des os longs, mais ça, avec une grande différence, on va le voir. Donc, la moelle osseuse, alors, elle constitue la niche hématopoïétique où on va retrouver tous les éléments, les cellules hématopoïétiques. Elle est aussi l'endroit de la différenciation et comme je l'ai annoncé, cette hématopoïèse, elle va, dès la vie intra-utérine, elle va changer tout d'abord d'aspect et secondo de localisation. L'hématopoïèse primitive, elle se voit dans le sac vitellin. Ensuite, le relais, il est pris par le foie et la rate au cours du 12e trimestre. Ça, c'est en intra-utérin. Et finalement, on arrive au stade à partir de la naissance où c'est la moelle osseuse qui va prendre le relais. Voilà sur ce schéma. Donc, vous voyez qu'en intra-utérin, initialement, c'est le sac vitellin. Ensuite, il y a la participation aussi du placenta, mais ça sera primordialement, c'est le foie et la rate pour que la moelle osseuse, elle prend le relais
à la naissance et ça se continue à l'âge adulte. Donc, ça, c'est en prénatal où vous voyez les différents éléments qui participent, donc des endroits différents d'hématopoïèse, de fabrication des cellules qui vont donner les cellules, les éléments figurés du sang. Mais à partir de la naissance, vous voyez que c'est principalement, c'est la moelle osseuse avec une participation différente. Ça signifie quoi? Vous voyez que ici, ce sont les vertèbres, d'accord? Ici, c'est le sternum. Ici, ce sont les os plats, le fémur, par exemple. Et vous voyez que chacun, il contribue d'une façon qui est variable. Il y a une évolution. En fait, il faut savoir que pour l'adulte, c'est principalement les os plats, alors que pour les enfants, c'est principalement les os longs. C'est clair? Ça, c'est une remarque. Alors, cette moelle osseuse qui va contribuer à la formation de des lignées sanguines, qui va être responsable de l'hématopoïèse, c'est sur le plan topographique, elle occupe les espaces qui sont situés dans l'os spongieux. D'accord? Donc, vous allez voir la moelle osseuse avec plus de détails, mais sur le plan histologique, elle est formée par des fibres de réticuline, et les fibres de réticuline, elles vont faire des travées, ça veut dire des espaces, et dans ces espaces, on va retrouver les cellules hématopoïétiques. Il faut savoir, voilà ce qu'on voit sur une coupe histologique de la moelle osseuse. Donc ici, j'ai deux illustrations. Ça, c'est une moelle rouge et ça, c'est une moelle jaune. Je vous explique la différence. Donc, par définition, sur le plan histologique, la moelle osseuse, c'est l'espace qui est aménagé par les os de l'os, par les travées de l'os spongieux. Donc ça, c'est de l'os, d'accord? Ça, c'est de l'os. Et entre ces fragments d'os, il y a des espaces, les voilà, qui vont être occupés par de la moelle, qui peut être soit une moelle rouge ou une moelle jaune. Quelle est la différence? En fait, vous voyez que j'ai pris un os chez un adulte. Donc, la moelle rouge, la voilà, elle est principalement au niveau de la partie supérieure métaphysaire, alors que la moelle jaune, c'est au niveau diaphysaire. Ce sont des os longs. D'accord? La différence, c'est que la moelle rouge, elle est dite rouge parce qu'elle est pleine par des éléments sanguines, alors que la moelle jaune, elle est en continu, elle est moins, elle contient moins des éléments qui vont former les lignées sanguines, mais elle est comblée par du tissu adipeux. Donc, vous voyez ici, il y a plein d'espaces, mais avec une petite moelle qui va fabriquer les éléments, les lignées sanguines. Alors que la moelle rouge, il y a des espaces qui sont très grands, qui vont occuper alors par une large moelle. C'est la différence. Donc, je reprends. La moelle jaune, elle contient moins de moelle. Pourquoi elle a un aspect jaune? Parce que les espaces qui sont occupés plutôt, non pas par les lignées sanguines qui vont donner la couleur rouge, mais plutôt ils sont occupés par de tissus adipeux, par de la graisse. Alors que la moelle rouge, elle est occupée principalement par des lignées sanguines. C'est pour cette raison elle va apparaître rouge. Est-ce que c'est clair l'aspect histologique? Oui. Très bien. Mais peu importe cette variété, il faut savoir que c'est vrai que la moelle osseuse, elle va assurer la formation de ces lignées sanguines. Et si vous remarquez que chez l'enfant, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, ce sont principalement les os longs. D'accord? Alors que chez l'adulte, c'est marqué en rouge, ce sont principalement les os plats, le sternum, d'accord? Donc, la localisation de cette moelle, elle dépend et elle est variable selon l'âge. Mais l'aspect, que ça soit une moelle rouge ou une moelle jaune,
elle est responsable du phénomène de l'hématopoïèse qui va aboutir à la formation de cette carte avec une population qui est très différente. Mais ce qui attire votre attention de cette moelle osseuse dont j'ai fait la notation, quel type de cellule? Cette cellule géante. Vous voyez cette grande cellule? Donc déjà, le nom, il l'indique, c'est une méga cellule. Et c'est la cellule, lorsqu'on voit une cellule géante de cette taille, on est 100% qu'il s'agit d'un frottis de moelle et non pas un frottis de sang. Donc, l'indice qu'il s'agit d'un frottis de moelle osseuse, c'est la présence de cette cellule qui s'appelle le mégakaryocyte. Le mégakaryocyte, comme on va le voir après, c'est la cellule qui est responsable de la formation des plaquettes. C'est clair? Donc ça, c'est un frottis de moelle osseuse. Mais avec cette panoplie de cellules, il est difficile de les distinguer tous. Ce qu'on va voir, ce qu'on va faire, tout simplement, on va faire des catégories. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'on peut diviser les cellules qui se trouvent au niveau de la moelle osseuse en deux types. Il y a les cellules lymphoïdes, donc qui vont responsables de la formation de lymphocytes, et il y a les cellules myéloïdes qui sont responsables de la formation aussi bien de, lorsqu'on parle érythrocytes, donc ce sont les globules rouges, les granulocytes, donc ce sont les polynucléaires, et les mégakaryocytes, ce sont les plaquettes. Donc alors, sur un frottis de moelle, on ne va pas distinguer les trois grandes familles, globules rouges, globules blancs et plaquettes, mais plutôt on va distinguer les deux axes de différenciation. Soit c'est la lignée lymphoïde ou c'est la lignée myéloïde. Est-ce que c'est clair? On va faire cette distinction en se basant sur quoi? En se basant sur des critères morphologiques et biochimiques. D'accord? Je m'explique. Voilà. Ça, c'est un frottis à partir d'un frottis de moelle où on voit différemment, il y a un polyneutrophile, un polyneutrophile, un myéloblaste, etc. Donc, différents types. Mais ce qui attire ma attention, c'est que tous ces éléments, elles appartiennent à quel axe? Est-ce que c'est l'axe des cellules souches lymphoïdes ou c'est la cellule souche myéloïde, à votre avis? Lymphoïde. Myéloïde. C'est le myéloïde. Je reprends, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, le myéloïde, c'est l'axe qui va donner et qui regroupe les lignées qui vont donner les globules rouges, les polynucléaires et les plaquettes. C'est clair? Alors que les lymphocytes, c'est une autre population. C'est un autre axe de différenciation. Alors, si je m'intéresse à la lignée myéloïde, et principalement la lignée myéloïde, qui va me donner à la fin un globule rouge. Donc, je vois que progressivement, il y a différents stades de différenciation sur le plan aspect structural et morphologique. Donc, au début, on a un proérythroblaste. Lorsqu'on dit blaste, donc c'est une cellule souche qui va se différencier en érythroblaste basophile, ensuite c'est polychromatophile, ensuite c'est acidophile, un réticulocyte qui est un globule rouge jaune, et finalement on aura notre érythrocyte. Donc, ce qui caractérise cette lignée érythropoïétique, c'est que lorsqu'on dit érythro, ça veut dire c'est elle qui va former les érythrocytes. Érythrocyte égale globule rouge. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au cours de cette maturation, la taille, elle va diminuer. Le noyau, il est de plus en plus petit jusqu'à être expulsé. Et l'hémoglobine, elle va progressivement augmenter pour qu'on obtienne finalement un érythrocyte, un globule rouge qui ne contient ni noyau, ni
organite, mais principalement, il contient l'hémoglobine. Donc ça, ce sont les modifications qui sont accordées à la maturation de la lignée érythropoïétique. Pour la lignée qui va donner les polynucléaires, de même, on voit que, par exemple, ici, j'ai pris l'exemple de la lignée granuleuse neutrophile. Donc, c'est la lignée qui va aboutir au polynucléaire neutrophile. Et au fur et à mesure, ce qu'on voit, c'est que la forme, elle va diminuer progressivement, la taille, elle va diminuer, la granulation aussi, elle va changer pour être à la fin neutrophile. En fait, au cours de cette différenciation, donc la taille, comme je l'ai dit, elle va diminuer. Allant de 25, elle va regresser jusqu'à 12 micromètres, qui est la taille d'un polynucléaire neutrophile. Le noyau, initialement, il était arrondi, il devient concave jusqu'à arriver à un aspect qui est trilobé. Mais ce qui caractérise les polynucléaires, c'est principalement, ce sont les granulations, que ce soit les granulations non spécifiques, azurophiles, que les granulations spécifiques. Donc, les granulations, elles vont augmenter progressivement et ce sont les granulations spécifiques qui vont dicter le type de polynucléaire et vont dicter la lignée myélopoïétique. Donc, lorsque je dis lignée myélopoïétique, c'est la lignée qui va donner les granulocytes, que ce soit neutrophile, eosinophile ou basophile. C'est clair? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, oui. Oui, Très bien. Alors, on va finir avec la dernière lignée qui est la lignée myéloïde, mais qui va donner plutôt les plaquettes. Donc, les plaquettes, elles dérivent à partir de la cellule géante qui est caractéristique de la moelle osseuse. Et c'est le mégacaryocyte, donc le mégacaryoblaste, qui va se différencier progressivement. Et on voit que la lignée mégacaryocytaire, elle est un petit peu simplifiée par rapport aux autres. Je m'explique. C'est que il n'y a pas énormément d'étapes de différenciation. Ce qui se passe, c'est tout simplement la taille de la cellule, elle est très grande. Donc, c'est l'inverse des autres lignées. Donc, ici, on a une cellule qui va augmenter de taille. Mais, en plus de cette augmentation de la taille, ce qui se passe, c'est que il y a des granulations qui vont augmenter aussi. Mais qu'est-ce qui va donner les plaquettes? C'est principalement, ce sont le cytosquelette qui devient de plus en plus abondant et qui va étrangler la cellule à un tel point. Donc, la cellule, elle va augmenter de taille, elle va augmenter de granulation jusqu'à exploser. Donc, c'est le phénomène contraire de la lignée, par exemple, érythrocytaire et la lignée myélocytaire. Donc, pour la lignée mégacaryocytaire, la cellule, au début, les blastes, elles vont augmenter de taille, se charger de plus en plus de granulation, se charger de cytosquelette, des microfilaments et des microtubules jusqu'à éclatement. Et ce sont ces débris cellulaires qui vont former les plaquettes. C'est pour cette raison on a défini les plaquettes comme étant des restes cellulaires, des restes cytoplasmiques de la cellule mégacaryocytaire. Donc, vous voyez, on a vu 3 types de lignées et chacune, elle est caractérisée par des phénomènes bien particuliers au cours de leur maturation. Donc, ce que vous êtes censé de retenir à la fin de cette présentation, c'est de distinguer entre les différents éléments du sang, les grandes familles globules rouges, globules blancs, plaquettes. Dans la sous-famille des globules blancs, on a les monocytes, les lymphocytes et les polynucléaires. Il faut reconnaître pour chaque type particulier d'éléments figurés les fonctions respectives en se basant sur la structure. Donc, finalement, c'est la structure, la composition qui va
dicter le fonctionnement et finalement distinguer entre la lignée de différenciation lymphoïde. On n'a pas abordé le lymphoïde parce que c'est très simple, mais on a plutôt abordé le myéloïde parce qu'il y a des étapes de maturation et ce sont la lignée myéloïde, elle est très diverse puisqu'elle va aboutir aussi bien aux monocytes, aux globules blancs, aux monocytes, pardon, aux polynucléaires, donc et aux érythrocytes, les globules rouges. Donc c'est une lignée qui est assez diverse, la lignée myéloïde, comparativement à la lignée lymphoïde. C'est clair?